D'abord, je voudrais dire que 2009 a été une année qui a été une année évidemment difficile pour tout le monde, difficile pour les Françaises et les Français, difficile pour les entreprises, mais globalement, l'année s'est quand même relativement, et je pèse mes mots en le disant, moins mal passée qu'on aurait pu le craindre en ce qui concerne notamment les entreprises françaises. Elles ont anticipé ce qui était annoncé, et ce faisant, elles ont évidemment baissé assez massivement leur structure de coûts pour s'adapter à une croissance dont on avait pressenti évidemment qu'elle ne serait plus là. C'est un pléonasme. Et 2010 dans tout ça. Alors 2010, les entreprises rentrent donc dans cette période en ayant maintenant, pour beaucoup d'entre elles, des coûts qui sont réduits au taquet. Et évidemment, on attend, pour maintenir la compétitivité et pour maintenir la profitabilité, on attend la croissance. Et donc aujourd'hui, vous le verrez, la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui sont excessivement attentifs aux signes de retour progressif à la croissance. À quel moment la croissance va vraiment revenir pour permettre aux entreprises de croître et de poursuivre le maintien, ne serait-ce que le maintien de la compétitivité et de la productivité, ça, c'est la question qu'on va avoir devant nous. Nous, en ce qui nous concerne, on voit un premier semestre qui continuera un peu comme le second semestre 2009, c'est-à-dire relativement difficile, avec une croissance faible. Et puis, on anticipe plutôt un retournement un peu plus fort à partir du second semestre. Donc, il faut s'armer de patience. Évidemment, tout ça dans un contexte où le problème du chômage, je ne parle pas qu'en France, je parle dans l'ensemble des pays, c'est-à-dire des pays de l'OCDE notamment qui sont frappés par cette crise, va devenir un problème essentiel, en particulier aux États-Unis. On n'en parle pas. Enfin, les États-Unis, avec un taux de chômage annoncé de 10%, et en réel, plutôt de 14%, parce qu'il y a 4% de chômage caché, c'est un sujet qui va devenir essentiel. Et c'est un sujet qui va devenir essentiel pour nous, dirigeants d'entreprise, parce qu'il faut maintenir le pacte social dans un moment difficile, mais évidemment, j'allais dire, surtout dans cette période maintenant, pour nos dirigeants qui vont avoir à gérer des situations très difficiles et humainement difficiles. Est-ce que vous diriez que nous sommes en sortie de crise ? Clairement, par rapport à ce qu'on a vécu, la réponse, c'est évidemment, en ce qui me concerne, oui. Alors comment cette sortie de crise va se vivre ? Sur quelle durée elle va s'échelonner? C'est toute la question. Est-ce qu'elle est solide ou fragile? C'est ce dont nous allons débattre, évidemment, ce soir. En ce qui me concerne, et on y reviendra, je pense qu'il ne peut pas y avoir de sortie de crise solide sans politique parallèle de maîtrise ou de remaîtrise des finances publiques. Mon sentiment le plus fort aujourd'hui, c'est que la France, encore une fois par rapport à sa structure, par rapport aux choix qui ont été opérés, a sans doute amorti davantage que d'autres la crise, et surtout socialement, et je crois que c'est important pour le pacte social. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas penser que c'est finalement le modèle gagnant pour les 10 ou les 15 prochaines années. Personnellement, je ne le pense pas. Donc je pense qu'il faut avoir, et c'est toute la difficulté, il faut avoir le courage politique aujourd'hui de dire maintenant quelle nouvelle échéance, quel nouveau programme, non pas pour les 2 ans qui viennent, je vais même vous dire non pas pour les 5 ans qui viennent, au moins pour les 10 ans qui viennent, voire les 10 à 15 ans qui viennent, car on en reviendra peut-être tout à l'heure, on en parlera peut-être tout à l'heure, un retour à l'équilibre des finances publiques, en ce qui concerne la zone euro, en ce qui me concerne, je ne peux pas l'imaginer, l'anticiper avant 2020-2022. Donc on rentre dans une décennie où il va falloir apprendre à vivre avec cette donnée. Et c'est la refonte complète d'un pacte social, d'économie et de croissance qu'il faut bâtir aujourd'hui, en reprenant les fondamentaux, notamment, qui ont fait le succès de l'élection de Nicolas Sarkozy. Je pense que le problème du désendettement de la nation, mais le problème aussi du désendettement de la zone euro, parce que c'est ça dont il s'agit, va devenir un sujet absolument essentiel. Donc vous êtes content. Jeudi, il y a une conférence des déficits publics. Ça s'appelle plus conférence des finances publiques, je crois, mais conférence des déficits publics. Moi, de mon temps, c'est les finances publiques. Alors. Et l'objectif, justement, est de travailler à une réduction massive du déficit pour stopper, voire ralentir l'endettement. Alors évidemment, moi, je m'en réjouis.
On avait créé effectivement vous vous en souvenez, Philippe, vous étiez là, je me souviens aussi des acteurs qui avaient participé ici. On avait créé effectivement la première réunion des finances publiques en 2006 et puis ensuite en 2007. Alors bon, c'est très important d'avoir tous les acteurs qui contribuent à la dépense pour pouvoir avoir une position commune. Et donc je ne peux que m'en réjouir et je pense que c'est absolument indispensable. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous sommes dans une économie et dans une zone qui s'appelle la zone euro. Donc très vite, moi ce que j'appelle de mes voeux, il y a un nouveau maintenant président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, qui a été nommé pour faire son 3e mandat, ce qui est bien, il faut de la durée pour exercer ce type de mission convenablement. Et moi ce que j'appelle de mes voeux, c'est une conférence des finances publiques au niveau de la zone euro très vite. En prenant cette capacité structurelle qu'a notre pays, ce que nous apprend l'histoire, je pense qu'effectivement, se dire qu'il y a une décennie devant nous pour revenir à peu près à l'équilibre me semble réaliste. C'est-à-dire que voilà, l'Allemagne sera en 2016. Nous, si on le dit entre 2020 ou 2022, ça me semble réaliste. Et ce que je crois, c'est qu'il faut que le président de l'Eurogroupe demande et qu'ensuite on impose collectivement à l'ensemble des pays de la zone euro le fait que tous les pays de la zone euro, à leur rythme, en fonction de leur histoire et de ce qu'ils ont fait ou pas fait pendant cette crise, inscrivent de façon contraignante, alors ça peut être la Constitution, ça peut être d'autres moyens, leur obligation sur les 10 à 12 ans qui viennent de revenir à zéro. Deuxième élément, la dette. Les dettes, on est tous au-dessus de 60%. Il y a même l'Allemagne, qu'on cite en exemple, 81% l'année prochaine, en 2011. Donc tout le monde est sorti du pacte de stabilité et de croissance. Donc quel va être le niveau d'endettement acceptable? Et j'en reviens, moi, encore une fois, aux études de Kogoff et de Reinhardt, encore une fois, qui ont constitué la première base de données au monde en ce qui concerne l'analyse de toutes les crises depuis qu'on a des informations. Et c'est une étude extrêmement intéressante. Alors elle est empirique, mais elle démontre que dans les pays, 42 pays développés, dont la France évidemment, étudiés au cours des 14 dernières crises, y compris de reste sous Napoléon III, donc on est remonté très loin, eh bien on voit que quand on dépasse 90% d'endettement, à ce moment-là, il y a un décrochage. Jusqu'à 90%, ce n'est pas le cas. Mais il y a un décrochage de la croissance potentielle d'au moins 1 point de PIB. Je crois fondamentalement qu'il faut renégocier, rediscuter très vite au sein d'une conférence des finances publiques au niveau de la zone euro les nouveaux paramètres qui vont refonder. Alors je ne veux plus appeler ça un pacte de stabilité et de croissance parce que maintenant il est trop négativement connoté. C'est plutôt une union pour l'emploi et la croissance. Et avec quelle base, quels paramètres macroéconomiques et quelles contraintes budgétaires. Et je suis convaincu que si, en France, on fait voter le fait qu'on inscrit dans la Constitution l'interdiction, ben croyez-moi, et Patrick Devedjian le sait, le Parlement, quand on vote son budget, quand on vote le budget, la loi de finances, et des fois, cette loi de finances, si jamais l'opposition, dans un sens ou dans l'autre du reste, estime qu'il n'est pas réaliste, peut saisir le Conseil constitutionnel, et bien là, le Conseil constitutionnel sera saisi d'office si jamais on n'est pas dans l'engagement qu'on a prévu. La seule façon que nous puissions faire en sorte que l'euro devienne une arme monétaire, je n'ai pas à ce que dire une arme politique, eh bien c'est tout simplement qu'on ait des politiques budgétaires convergentes. Pourquoi on avait fait le pacte de stabilité et de croissance? Ce n'était pas par dogmatisme ou par idéologie. C'est tout simplement qu'il y a 52 États américains, il y a $1. Il n'y a pas 52 États qui ont des monnaies différentes. Et ils ont tous un seul budget fédéral. Il y a un seul budget fédéral chinois. On a 17 budgets de la zone euro. Il est absolument indispensable, pour pouvoir passer à la deuxième phase de la construction de l'euro, la première ayant été de donner à l'euro la possibilité de lutter contre l'inflation, il est indispensable de faire en sorte que nous ayons des budgets qui convergent pour qu'on puisse, nous aussi, nous servir de l'arme monétaire, au même titre que les Américains ou que les Chinois. On ne pourra s'en sortir qu'au niveau européen. Donc je redis vraiment ce que je crois, ma conviction intime, c'est que pour s'en sortir, il faut avoir le courage de dire voilà l'état de nos finances publiques, d'où une conférence des finances publiques au niveau européen, voilà le niveau des dettes. On ne peut pas continuer pour ça. Je ne parle même pas de morale. Je ne parle même pas du fait que c'est immoral de léguer à nos générations un héritage qui ne veulent pas. Je parle tout simplement même d'un point de vue économique. On sait qu'avec des dettes de ce niveau-là, on ne pourra pas refaire démarrer de façon forte et durable la croissance de la zone euro. Donc,
on donne une ligne de fuite, on fait ce qu'en font toutes les entreprises, tous les agents économiques, tous les ménages qui ont un problème de dette, disons, on le met sur la table, et comment vous faites? Sur quelle échéance? On peut le rééchelonner, on règle ce problème. Ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, l'essentiel c'est de le dire, et derrière de démontrer qu'on s'est fixé des règles contraignantes auxquelles on ne dérogera pas.